Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ici à Centrale Supélec pour vous présenter notre fusée. Je suis en compagnie de Timothée, qui est le responsable des finances du pôle espace. Et vous êtes en compagnie de Julien, le responsable du projet Sirius. Donc nous sommes le pôle espace. Donc nous appartenons au CAX, donc au Cercle aéronautique de Centrale Supélec, et nous fabriquons nos propres fusées étudiantes. Pardon. C'est sûr. Voilà. Chaque année, nous participons à un événement qui est nommé le C-Space. Donc qu'est-ce que c'est que le C-Space? C'est un événement qui regroupe l'ensemble des clubs aérospatiaux étudiants français. Cet événement est organisé par le CNES et par Planète Science. Donc nous, cette année, nous avons décidé de construire une fusée biétage que nous avons choisi de nommer Sirius, en référence à un système d'étoiles doubles, donc voilà, 2 étages et un système d'étoiles doubles. Vous l'avez sûrement remarqué, l'association n'en est pas à ses débuts. Cette année, Sirius sera la 3e fusée que nous envoyons au C-Space. Après Ajax en 2022 et Phoenix en 2023. Ces 2 fusées ont réalisé des vols nominaux au C-Space. Et tout le travail qui a été accompli cette année sur Sirius n'aurait pas pu être possible sans les formations que nous ont accordées nos 2e années, qui se sont clôturées avec un week-end de hackathon dans lequel nous avons construit des mini-fusées comme celle-ci. Et donc, pour vous parler des formations et du hackathon, je vous propose d'accueillir certains 2e année. Merci beaucoup. Merci Julien et Timothée pour cette introduction. Je vais vous parler un petit peu du rôle qu'on a joué en tant que 2e année dans la réalisation de cette fusée, notamment notre rôle en début d'année. À Centrale Supélec, on a la particularité d'avoir des étudiants très talentueux dans tout ce qui est scientifique et théorique. Ils sont capables de résoudre des équations très compliquées, d'écrire des équations mathématiques très complexes. Mais par contre, quand on leur donne une perceuse ou quand on leur donne un fer à souder, là, aïe aïe aïe. Et donc, on a eu 2 types de formations. Des formations en mécanique tout d'abord, où on leur a appris à utiliser un logiciel de modélisation sur ordinateur. C'est le logiciel SolidWorks. Et ensuite, en électronique, on leur a appris à réaliser une carte électronique, c'est-à-dire à choisir les composants, les relier entre eux, et ensuite, bien sûr, les utiliser grâce à la programmation. Donc une fois qu'on a appris à faire plein de petits systèmes, tous ces systèmes, on peut les embarquer dans une fusée. Et donc, la meilleure façon d'apprendre à embarquer les systèmes dans une fusée, c'est de faire une fusée, et par exemple, faire une mini-fusée de la taille de celle-ci. C'est ce que nous avons proposé aux premières années, au début de l'année. Donc pour ça, on a mis en place tout un système, une petite rampe de lancement, etc. Et on est allé tirer ces mini-fusées dans un champ, en restant sous un plafond 200 mètres. Donc c'est relativement restreint, c'est à petite échelle, mais ça permet en fait, en un week-end, de faire un résumé de ce qu'ils feront plus tard donc, pour le C-Space. Et c'est vraiment une manière d'apprendre par la pratique. Donc c'est très ludique en plus, parce que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc la rampe est faite maison, et voilà un lancement. Voilà, donc c'est un premier lancement, une première expérience pour les nouveaux premières années de l'association, qui leur permet donc d'apprendre à faire des fusées, et maintenant, faire la vraie fusée. On va tout de suite passer aux présentations des différentes équipes. Au total, il y en a 4, et on va commencer par la partie mécanique.
Voilà, donc on va parler un petit peu mécanique. J'ai à mes côtés Nicolas, qui est le nouveau responsable mécanique de l'association. Bonsoir à tous. Et on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Donc là, vous avez vu, on est beaucoup en mécanique. On est à peu près 18. Et notre rôle, c'est de remplir 4 missions principales. Tout d'abord, la mission de concevoir la fusée. En début d'année, on a réalisé tout un tas de recherches pour savoir comment est-ce qu'on faisait une fusée double étage. Vous voyez en effet qu'il y a des ailerons en bas et des ailerons en haut. Et il y a également 2 moteurs. Quel système allait être dans la fusée et évidemment comment les dimensionner. Une fois qu'on savait tout ça, on a décidé de modéliser tout ça sur ordinateur avec le logiciel SolidWorks. Alors comment ça marche? En fait, on vient dessiner sur un plan en 2D et ensuite on vient donner du volume à notre dessin, ce qui fait qu'on obtient une pièce en 3D. Ensuite, en assemblant tout un tas de pièces, on obtient des assemblages comme celui-là de la fusée Sirius qu'on va vous dévoiler très bientôt. Une fois qu'on a réussi à modéliser l'ensemble de la fusée, on va venir prototyper. Et le prototypage, c'est vraiment la confrontation réelle. C'est là où on va voir si notre idée, elle marche ou pas. Alors, spoiler alerte, généralement, ça ne marche pas. On fait le truc et erreur, il n'y a pas assez de force, il y a pas assez il y a trop de frottement, par exemple. Enfin bref, on n'obtient pas le résultat qu'on attendait. Donc, on va réaliser tout un tas d'itérations entre prototypage et modélisation. Une fois que c'est fait, on peut ensuite passer à l'usinage grâce au Fab Lab, la fabrique de l'école, où on va utiliser des matières nobles comme l'aluminium, l'acier, le laiton ou encore le carbone. Mais en mécanique, on s'assure également que la fusée est stable. Alors je ne sais pas si vous avez déjà regardé un vol de fusée, mais il en existe généralement de 3 types. Des fusées qui suivent une trajectoire qui n'est pas vraiment contrôlée, on appelle ça un vol instable. Une fusée qui suit une trajectoire mais en faisant des loopings et tout un tas de virages, non contrôlé aussi, on appelle ça un vol surstable. Et bien sûr, une fusée avec un vol entre guillemets normal, et ça c'est un vol stable. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est dans la dernière catégorie, le vol stable. Et donc pour cela, il faut un petit peu comprendre comment ça marche. Notre fusée, elle a un gros moteur qui a une grande force qui propulse la fusée vers le haut. Mais on a également dans l'atmosphère des vents qui vont venir déstabiliser la fusée et la faire tourner sur elle-même. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est on fait une sorte de fléchette, on vient ajouter des ailerons en bas pour profiter de ce qu'on appelle le vent relatif. C'est comme sur l'autoroute, quand vous roulez, vous avez une espèce de vent qui vous vient dans la figure. Et on vient calculer tout ça grâce au logiciel Stabtraj pour stabilité trajectographie pour obtenir la dimension de nos ailerons. Voilà. Alors maintenant, à quoi ça ressemble cette fusée ? Alors, on vient retrouver bien sûr un tube qui est l'architecture générale, centrale de la fusée. On a ensuite un moteur qui souffle une belle flamme, comme vous pouvez le voir. Et la poussée de ce moteur est reprise par une bague de reprise de poussée. C'est l'espèce de truc vertical qu'on voit au bout du moteur qui est en gris. Et comme on aimerait que cet étage ne se désintègre pas sur le sol, on a ajouté un parachute dont l'ouverture est guidée par un système d'ouverture de la trappe parachute. Et enfin, tout à droite, on a une partie guidage dont on vous parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et on continue avec l'étage supérieur bêta, qui lui aussi comporte un moteur, mais cette fois-ci un peu plus petit, entouré par 3 vérins pneumatiques qui servent à effectuer le système de séparation, coordonné par leur distributeur pneumatique, ainsi que des réservoirs d'air comprimé qui fonctionnent sous 10 bars. L'étage contient également un très grand parachute, car il est capable de parachuter l'ensemble de la fusée en cas d'un vol dégradé. Et également, il embarque beaucoup d'électronique, en particulier des caméras capables de reconstruire l'intégralité du vol à 360 degrés, ainsi que beaucoup d'électronique embarquée, capable notamment d'allumer le moteur du second étage et de communiquer avec le sol via une antenne située dans la coiffe. Celle-ci embarque également un contrepoids qui sert à stabiliser la fusée pendant le vol. Ici, on peut voir plus en détail le système de séparation de la fusée, avec à gauche la partie de distribution pneumatique, ainsi que le réservoir d'air comprimé, et à droite la partie mécanique du système, qui sert à la fois à maintenir les 2 étages assemblés et à les séparer à très haute vitesse en vol. Ici, on peut voir une vue plus en détail et éclatée du système de séparation, avec le moteur situé donc au milieu. Ce système a été développé pour assurer le guidage et la rectitude des 2 étages en vol, également permettre une séparation très rapide des 2 étages et également, pour des raisons d'encombrement, il embarque une partie de l'intégration électrique du premier étage.
Donc, ce système a nécessité beaucoup d'itérations et beaucoup de prototypage pour arriver à sa version finale. Et on est aujourd'hui très fiers d'avoir un système parfaitement opérationnel et très efficace. Dans la fusée, on a également un autre système complexe, c'est celui qui vient ouvrir la trappe pour libérer le parachute. Donc quand la fusée atteint son apogée, il faut déclencher l'ouverture de cette trappe parachute pour que la fusée retombe tranquillement sous son parachute. Et pour ça, on a développé un système de goupilles. C'est les petits trucs en orange là, que vous voyez ici, qui sont contrôlés par un moteur, ou plutôt un servomoteur, qui permet de les faire descendre ou les monter. Et donc, comme une herse, cela nous permet de contrôler l'ouverture ou la fermeture de la porte. Et pour être sûr que le tout se déclenche bien, on ajoute un gros ressort. Alors ce gros ressort, il est vachement bien, mais le souci, c'est qu'on ajoute également de nombreuses forces. Donc cela nécessite un grand travail sur les frottements dans ce système, et notamment on a choisi des matériaux comme le laiton et l'aluminium pour avoir un coefficient de frottement relativement faible. Et vous vous en doutez, la fabrication et le développement de l'ensemble de ces systèmes mécaniques ont développé beaucoup d'essais, de prototypes et d'itérations avant d'arriver à leur version finale. Et tout cela n'aurait pas été possible sans l'accompagnement du Fab Lab de Centrale Supélec, la fabrique, qui nous met à notre disposition un grand parc de machines de très haute précision permettant de réaliser tous les usinages dont nous avions besoin pour réaliser tous nos systèmes. Cela passe par de la découpe jet d'eau, du tournage ou encore du fraisage. Et bien sûr, beaucoup d'impression 3D. À côté de tous ces systèmes, on a également développé nos propres techniques d'usinage. Et notamment, comme vous pouvez le voir sur les deux précédentes fusées, on a réalisé un tube en carbone. Et donc je vous présente la fabrication de ce tube. Voilà, donc un protocole de fabrication assez compliqué, et même si ça a l'air artisanal, en vrai c'est assez fiable quand même. On a réussi à réussir tous nos tubes jusqu'à présent. Je vous présente maintenant Robin et Mathieu qui vont nous présenter la partie électronique de la fusée. L'actuel responsable électronique de la fusée. Et bonjour, je suis Mathieu, l'ancien responsable électronique du pôle espace. Et nous allons donc vous présenter notre travail en électronique cette année sur Sirius. Alors le premier travail qui a été réalisé au sein du pôle électronique du pôle espace, c'est la passation de compétences. En effet, les 2 dernières années, de nombreuses compétences ont été acquises au sein du pôle espace en électronique, que ce soit à travers de l'électronique d'Ajax puis de Phoenix, notamment en conception de PCB, donc de cartes électroniques tout simplement. Donc on réalise ces cartes électroniques grâce au logiciel EasyEDA. Et une fois qu'on a tracé toutes les pistes entre les différents composants électroniques qu'on veut relier entre eux, donc des pistes en cuivre, on vient les commander, puis les souder. Et donc tout ça c'est un travail complexe qu'il faut apprendre au travers donc des formations en début d'année,
puis au travers donc, du hackathon mini-fusée qu'on vous a présenté précédemment. Et donc, tout cela, et enfin la soudure des cartes, a été donc transmis aux premières années. Durant l'année, ça a été un gros travail, mais maintenant, ils sont prêts à prendre la relève. Et justement, voici les 7 qui ont décidé de rejoindre l'équipe électronique cette année. Pour ce qui est de notre organisation, on a au début de l'année fait une longue liste de toutes les tâches que l'électronique devait accomplir dans la fusée, et on les a réparties thématiquement par carte. Et ensuite, chaque personne de l'équipe électronique a choisi une des cartes qui a été responsable de concevoir, de souder, de tester, évidemment avec beaucoup d'interactions avec le reste de l'équipe. Donc justement, maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de l'architecture électronique de Sirius et de comment on répartit ses fonctions dans ces cartes. Donc en général, pour parler de l'ordinateur de bord à la fusée, on parle de stack électronique. On parle de stack parce que c'est un ensemble de cartes qui sont en général assemblées verticalement, qui communiquent entre elles. Chacune a une fonction bien précise, mais ensemble, elles forment tout l'ordinateur de bord. Donc justement, on veut accomplir toute une série de tâches, et déjà on veut un vol qui se passe bien. Donc on veut pouvoir séparer la fusée, ouvrir les trappes parachute de alpha et bêta, allumer le deuxième moteur. Tout ça, c'est le rôle de la carte séquenceur, qui est responsable de la séquence de vol. Ensuite, justement, on doit donner l'ordre d'inflammation, mais pour réellement allumer le deuxième moteur, il faut une forte puissance électrique. Et ça, c'est ce qui est géré par la carte inflammateur. En plus, c'est quelque chose qui est dangereux, donc fortement restreint par le cahier des charges. C'est pour ça qu'on a choisi d'y dédier une carte à part entière. Ensuite, comme on n'aime pas tirer un tube vide, on embarque tout un tas de capteurs ou de caméras. Ça, c'est ce qui est géré par la partie expérience de la fusée et la carte du même nom. Donc on a des accéléromètres, un tube pitot pour la captation de vitesse, aussi micro, des caméras, aussi bien pour filmer la séparation qu'à 360 degrés autour de la fusée. Et donc tout ça est géré par la carte expérience. Mais une fois qu'on a enregistré toutes ces données, il faut pouvoir retrouver la fusée ou qu'on nous communique ces données. C'est les deux rôles que remplissent la carte information, qui est à la fois responsable de la télémétrie, donc de la transmission des mesures en temps réel, et aussi de tout ce qui est GPS et modules pour nous envoyer des SMS pour qu'on puisse retrouver la fusée après l'atterrissage. Mais toute cette électronique doit être alimentée, et c'est le rôle de la carte alimentation. C'est elle qui s'occupe de gérer les batteries et de réguler leur tension pour que tout le reste de l'électronique fonctionne correctement. Évidemment, on a également un pack de batterie qui sert à alimenter la fusée quand elle est en rampe ou en l'air. Donc justement, je vous ai présenté un peu toutes les cartes du stack du deuxième étage de bêta, mais on a 2 étages cette année, donc 2 fois plus d'électronique. Et on a aussi le stack alpha. Mais on a développé des cartes assez modulaires qui permettent de réutiliser 3 des cartes de bêta pour réaliser le stack alpha, que vous pouvez voir représenté ici. Alors maintenant, durant toute cette conception puis cette fabrication, nous avons rencontré diverses difficultés. La première, ça a été le fait de tenter des choses, c'est-à-dire que chaque année, on essaie donc de réaliser de nouveaux circuits avec de nouveaux composants pour améliorer notre électronique et développer de nouvelles compétences. Et forcément, parfois, on échoue. Parfois, certains composants électroniques ne fonctionnent finalement pas après tous nos efforts. Et donc, nous devons retravailler et changer les solutions choisies afin donc finalement de trouver une solution qui marche pour le vol. Donc déjà, ça a été la première difficulté, de réussir à faire fonctionner nos circuits. La deuxième difficulté a été l'ajout de fonctionnalités lors du développement de la fusée. Par exemple, la mécanique a décidé de choisir un système pneumatique pour séparer les 2 étages. Et bien pour ce système, nous avons donc dû intégrer de quoi monitorer la pression dans la fusée. Donc nous avons dû intégrer un capteur pneumatique en supplément sur nos cartes électroniques en cours de développement. Ça a été une autre difficulté. Et enfin, la dernière difficulté a été l'intégration, donc faire l'interface avec la mécanique et réussir à intégrer toutes nos cartes électroniques et toutes nos batteries dans la fusée. Ça a été également un gros travail de notre côté dans le pôle électronique de réussir à donc placer toute cette électronique là où la méca nous le demandait. Et pour ce qui est du futur de l'équipe électronique, on veut plutôt se concentrer sur des cartes plus modulaires où on aurait des modules préfaits qui servent chacune des fonctions essentielles qui reviennent régulièrement sur les fusées et qu'on peut ensuite assembler pour former des systèmes plus complexes et donc réaliser
plus rapidement et de façon plus fiable des projets plus ambitieux. Mais on a beaucoup de microcontrôleurs sur toutes ces cartes, et sans quelqu'un pour les programmer, ils seraient bien inutiles. C'est pour ça que je laisse maintenant ma place à l'équipe Soft. Bonjour à tous. Bonjour. Alors moi je suis Thomas, le responsable de l'équipe software. Et donc Et moi je suis Laurie, je suis en première année et je suis membre de l'équipe software. vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on parle d'informatique alors qu'on nous présente une fusée. En fait l'informatique l'équipe software a une grande importance dans cette fusée, puisque après son décollage, la fusée va devoir être complètement autonome. Donc en fait, toutes les actions qui vont être effectuées en vol vont être effectuées par un ordinateur de bord, des microcontrôleurs. Et ces microcontrôleurs, pour savoir ce qu'ils doivent faire, à quel moment, de quelle manière, ça va être du code qu'on va mettre dans ces microcontrôleurs. Donc nous sommes la plus petite équipe parmi les 3 équipes techniques, puisque nous ne sommes que 5. Cela dit, nous sommes en pleine expansion, puisque l'année dernière, l'équipe software ne comportait que 2 membres, et cette année nous sommes 5, donc nous progressons. Alors pour ce qui est du langage de programmation, on code en Arduino, qui est une variante de C++ et qui est particulièrement adaptée à ce qu'on fait. Donc en arrivant à Centrale Supélec, il y a pas mal de monde qui ne sait pas coder en Arduino, dont certains des membres de l'équipe software, et donc on a dû apprendre à coder avec l'aide des 2A. Quelque chose d'autre de très important qu'on utilise, c'est Git, puisque dès qu'on va travailler en équipe sur un projet informatique, Git va être très utile. Qu'est-ce que c'est Git? Git, en fait, ça permet de stocker en ligne tout le code qu'on écrit et de le partager avec les autres membres de l'équipe, un peu comme un Google Drive finalement, sauf que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus adapté à l'informatique, puisque Git permet de faire du versionnage, c'est-à-dire que si quelqu'un, par inadvertance, supprime un fichier ou modifie un code qui était fonctionnel, il va pouvoir revenir en arrière afin de retrouver un code fonctionnel. Alors cette année, on a commencé l'informatique beaucoup plus tôt. On a commencé à coder en octobre, donc au début de l'année. L'année dernière, la programmation de la fusée de l'année dernière, de Phoenix, a commencé en avril, ce qui est beaucoup plus tard. Cette année, on a commencé beaucoup plus tôt. Pourquoi? Parce que, afin d'être plus serein, de pouvoir avoir un code plus propre, et surtout de pouvoir arriver au C-Space avec un code qui est fait et qui est testé, afin d'avoir une fusée complètement fonctionnelle et de pouvoir tirer le plus tôt possible. Et donc maintenant, pour vous parler plus précisément de ce que l'on fait, dans l'équipe software, on a 4 missions qui vont bientôt vous être présentées. Donc la première mission va être de coder tous les composants qui vont être utilisés sur les cartes électroniques. Donc comme on vous a dit, une fois que la fusée a décollé, on ne peut pas communiquer avec les composants, il faut donc créer des fonctions qui vont agir au bon moment pour pouvoir faire ce que l'on souhaite faire. Donc par exemple, en composant, on peut avoir les caméras, on peut avoir ici les antennes qui s'appellent des antennes LoRa qui vont nous permettre d'envoyer des données. Et donc tout ça, il faut coder ces composants. Donc ce que l'on fait, on crée des fonctions qui vont automatiser les actions. Et alors pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en informatique, l'équipe software a décidé de tout organiser sous forme de classe, de faire de la programmation objet, puisque ça permet d'avoir un code qui est plus structuré et plus lisible. Donc ensuite, une fois avoir codé les composants, ce que l'on fait, c'est que, il faut coder les cartes, puisque les composants vont être mis sur les cartes. À savoir que les composants communiquent entre eux, c'est pour ça qu'on code les cartes. Par exemple, les caméras qui vont filmer vont envoyer les données sur les cartes SD, donc par exemple qui sont présentes sur la carte expérience.
À savoir également que on code donc la carte expérience et la carte séquenceur. Également, les cartes communiquent entre elles. Donc, il y a également du code derrière ça. Par exemple, la carte expérience qui abrite les caméras vont envoyer les données sur les cartes SD. Mais imaginons que l'on veut envoyer des données depuis l'antenne LoRa qui se situe sur la carte information. Eh bien, il faut pouvoir communiquer entre les deux cartes. Donc ça, c'est notre deuxième mission. Ensuite, on a une troisième mission qui va être d'implémenter l'algorithme de vol. Et enfin, la dernière mission qui va être de faire une station sol. Donc la station sol, généralement, elle est faite en Python. Et là, vous avez une représentation de ce que peut faire la station sol. Donc là, c'est la reconstruction de la trajectoire de la fusée de l'année dernière. Donc le but de la station sol, c'est tout d'abord d'accueillir les données, de les traiter si besoin, de faire des calculs et de produire certains graphiques visuels comme celui-ci. Cette année, donc, on a des caméras et le but, ça va être donc de, par exemple, reconstituer à 360 degrés le film de la fusée du décollage. Ce qui est important, c'est que tout au long de ces missions, il faut effectuer des tests et pas seulement au bout de la deuxième et de la troisième pour assurer le bon fonctionnement de la team software. Et voilà ce qui conclut la présentation de toutes les équipes techniques. Mais dans le pôle, il n'y a pas que des équipes techniques, il y a aussi une équipe rayonnement. Et en parlant de caméra, je vais laisser la place au pôle média. Bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Baptiste et je suis le responsable média du projet Sirius. Cette année, on a décidé de créer une nouvelle équipe qui est l'équipe média. C'est une équipe qui est transverse, contrairement aux équipes précédentes où on n'a pas de membres dédiés à cette équipe. C'est des membres qui veulent s'investir pour développer la communication autour du projet. Donc effectivement, si on a créé cette équipe cette année, c'est pour faire plus de communication autour de ce que l'on fait, montrer ce que l'on fait. La première manière de faire ça, la manière la plus évidente, donc, c'est de faire sur les réseaux sociaux, à commencer donc par des posts Instagram ou LinkedIn, pour montrer. On a commencé donc par les formations, par le hackathon, le lancement des mini-fusées, etc. Et même plus récemment, donc, on a pu montrer notre arrivée donc à la RCE3 où la Planète Science, qui est l'association qui organise le C-Space, nous a validé pour pouvoir aller donc au C-Space dans un mois. Donc ça, c'est le premier moyen. Ensuite vient quelque chose qu'on a voulu développer. On a souhaité documenter toute la réalisation de la fusée. Pour ça, on a filmé toute l'année la conception, la fabrication et plus récemment donc l'intégration de l'ensemble pour réaliser un documentaire qui prendra forme d'une mini-série qui sera diffusée sur YouTube, donc sur la chaîne YouTube de l'association du CAX. Merci Baptiste. Il y a bien évidemment cette mini-série que nous souhaitons réaliser, mais nous avons d'ores et déjà réalisé un site internet sur lequel nous espérons que cela deviendra une vitrine pour les activités de l'association. Désormais, vous connaissez toutes les équipes qui composent le projet Sirius. Eh bien, sans plus attendre, nous allons attaquer le reveal de la fusée. Eh bien, merci au pôle média, merci Baptiste et Timothée. C'est vrai que le pôle média est très important pour nous parce qu'il permet réellement de faire rayonner le projet. Maintenant, ça va être le moment que vous attendez, c'est le reveal de notre fusée. Pour présenter la fusée, je vais être en compagnie d'Antoine, qui est le responsable de l'intégration des composantes, des différentes composantes au sein de notre fusée. Il a été vraiment très important pour l'interaction entre les différentes équipes. Bonjour à tous, nous sommes vraiment très contents de vous voir tous ici aujourd'hui. La fusée est vraiment un projet dans lequel on a mis du cœur et beaucoup de travail. Effectivement, c'est, vous en doutez, des dizaines de nuits blanches, des milliers d'heures de travail, des semaines entières de stress, mais évidemment des moments de joie, comme dimanche matin lorsque nous avons été homologués par le CNES et Planète Science pour participer au C-Space 2024.
Et donc maintenant, place au reveal. Je vais demander, avant que j'oublie, je vais demander au Pôle Espace, dans son intégralité, de nous rejoindre pour ce moment qui est si important pour nous. Ouais, n'hésitez pas à aller en bas. Vous pouvez poser... Ouais, c'est comme vous voulez. Parce qu'il faut du monde en bas aussi. Ça marche. Allez, vous pouvez, en vrai, remplissez l'espace, allez-y. Petit problème on est de une équipe synchronisation. assez nombreuse. Voilà. Donc, il faut les spécialistes de l'enlevage de draps sur les fusées. Puisqu'avec aussi. les ailerons, ce n'est vraiment pas une tâche facile. On a donc Effectivement. besoin de 2 experts pour faire ça. Tout à fait. Bon, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Maintenant le reveal. Mesdames et messieurs, Sirius. Magnifique. Attends, on descend prendre une photo? On descend faire la photo? Allez. Allez. On prend un petit instant photo, quand même. Assez important, la photo. Ah mais il y a le photographe qui vient sur la photo aussi. Bon. Je propose de poursuivre. Ça peut durer longtemps comme ça. Bon, voilà notre fusée. On va vous présenter notre fusée. Donc maintenant vous la voyez en vrai. Je suppose que vous trouvez qu'elle est très très belle. Nous en tout cas c'est le cas. J'ai raison. Merci Lolo. Merci. Vas-y, attends. Alors, comme vous le savez, c'est une fusée à 2 étages. Et qui dit 2 étages dit 2 fois plus de travail, si ce n'est plus. On a dû donc créer plusieurs fois des systèmes quasiment identiques, mais jamais exactement identiques, ce qui fait qu'on avait toujours besoin de plus de conception et de fabrication. On a donc dû créer un pack d'ailerons pour les 2 étages, donc pour alpha et pour bêta. Idem pour les portes parachutes, on a donc dû dimensionner les parachutes, les fabriquer, créer les systèmes d'ouverture de portes, couper les portes dans le carbone, ce qui n'est vraiment pas une tâche facile. Et on a dû aussi, bien évidemment, doubler les stacks ELEC. Comme l'a expliqué Robin tout à l'heure, ils sont assez modulables et on a donc pu les adapter aux différents étages. Une des grandes difficultés qu'on a affrontées pendant la conception de la fusée, ça a été l'intégration des différents composants au sein de la fusée. Puisque vous pensez que la fusée est très grande et qu'il n'y a aucun problème pour faire tout rentrer, l'électronique, les parachutes. Et pourtant, je peux vous assurer que ça a été très très compliqué. Mais on a réussi, c'est ce qui compte. Et on en est très content. Un système qui est évidemment central pour notre fusée, c'est évidemment le système de séparation. Donc, il se situe ici, entre les 2 étages de notre fusée. Et quelque chose qui est important de noter, c'est que l'ensemble du matériel pneumatique,
des vérins est situé sur le 2e étage. Ça a été un choix technique qui a dû être fait par les 2e années, qui a dû être fait assez tôt donc dans l'année. Et c'est un choix qui s'est révélé vraiment crucial pour la réussite du projet. Pour plusieurs raisons. Déjà, tout simplement pour une logique d'espace. Vous doutez bien que le premier étage alpha, il y a évidemment beaucoup moins de place que dans le 2e. Mais c'est aussi une question de stabilité, c'est-à-dire que placer le système de séparation à cet endroit dans la fusée permet de rehausser le centre de masse, ce qui est très important dans une recherche de stabilité. Donc, maintenant, je propose aux 3 responsables, donc, qui sont les responsables mécaniques, électroniques et soft, de nous rejoindre pour vous présenter pour vous démontrer comment on utilise le système de séparation et le système d'ouverture porte qui, lui, se trouve sur les 2 étages. Allez, vas-y. Hop. Là. Allez. Hop. On met les portes de l'ouverture. Alors, quand on a un système pneumatique, on a besoin de le mettre sous pression. Et c'est pour ça que vous voyez notre très cher responsable mécanique en train de gonfler la fusée. Je suppose que c'est assez rare, il y a des gens ici qui sont chez Ariane Group. Je pense pas que vous ayez une pompe à vélo pour Ariane 6. En tout cas, j'espère pour vous. Mais on est très content. On est très content. Donc, la pression de fonctionnement, comme on vous l'a déjà dit tout à l'heure, est aux alentours de 10 bars. Maintenant, le système est sous pression et on va pouvoir vous montrer tous les systèmes importants de notre fusée. Donc, place au vol. On va simuler un vol de la fusée. Bon, alors la fusée. Donc, je vais faire le compte à rebours. 3, 2, 1, mise à feu. La fusée décolle. On va y arriver. Voilà. La fusée décolle. Séparation. Ouverture porte alpha. Alors là, le second moteur ne va pas s'allumer, mais pour le symboliser, on va symboliser ça par l'allumage par un son, vous allez voir. Donc allumage moteur bêta. Ouverture porte bêta. Ah. Ouverture porte bêta. Voilà. On est assez content. Effectivement. Bon, je propose de poursuivre avec la suite de la soirée. On aimerait donc évidemment remercier tous nos partenaires et l'ensemble des gens extérieurs au projet qui ont permis tout de même à ce projet d'être réalisable. Qui a embarqué un micro pour Baptiste ? Donc, comme Julien vous l'a dit, effectivement, on a un certain nombre de partenaires qui ont rendu ce projet réalisable et qu'on aimerait remercier. À commencer par... S'il te plaît. Excusez-nous. À commencer par Ariane Group. Ariane Group, donc, on les présente plus, leader européen dans l'aérospatial. Ils nous suivent depuis maintenant près de 2 ans sur Ajax que vous voyez ici et puis Phoenix de l'autre côté. On est très content d'avoir Ariane Group comme partenaire. Et je vous propose donc d'accueillir Madame Véronique Pain, qui est la référente Ariane Group pour Centrale Supélec. Bonsoir à tous. Donc je suis Véronique Pain, je suis dans la société Ariane Group et donc je suis point focal pour Centrale Supélec, où j'étais il y a 25 ans. Écoutez, moi je suis bluffée. Franchement, bon déjà c'est vrai qu'elle est absolument magnifique. Elle est sublime et en 10 mois, vous arrivez à voir toutes les phases compliquées. Alors vous n'avez pas parlé de la propulsion, mais bon on en parlera au cocktail. Mais de la mécanique, des systèmes. Enfin vous avez vous séparez, vous allumez. Vous avez de la récupération, vous faites de la stabilisation, vous faites,
J'ai adoré, chez moi, il y a les essais, hein, vos essais de solidité. Là. Je vais proposer ça comme technique. Je ne suis pas sûre qu'il soit hyper bien calibré, votre moyen, mais enfin, moi, je suis estomaquée parce que vous arrivez à faire. Et effectivement, tout ce qui est après électronique, et effectivement, l'électronique, après, il faut que ça rentre. C'est un détail, mais ou le câble trop court, ou voilà. La CAO, c'est pas tout. Le développement logiciel, on voit bien que chez nous, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. La validation, les tests unitaires, la gestion de configuration. En général, c'est eux qui terminent. On fait d'abord la propu, après les mécanos, après tout ce qui est contrôle, et puis on termine par le logiciel. Et le logiciel, il doit rattraper tous les trucs que les autres ne savent pas faire. Donc c'est ceux qui sont à la fin et qui sont en retard et qu'on engueule, parce que voilà, c'est eux qu'on attend. Franchement, je suis vraiment très agréablement surprise. Et aussi, vous savez faire et vous faites savoir. L'équipe de com qui est fan d'ACDC, c'est vraiment très important parce qu'on voit bien avec nos concurrents qu'on ne citera pas qu'effectivement il y a quelque chose dans le savoir-faire, dans un monde en profond changement, le monde du spatial, en évolution à toute vitesse avec les startups, le new business, le new space. Qui n'arrivent pas à tout faire, mais on voit bien que les modèles changent, on passe de la coopération à la compétition. La communication, c'est vraiment très important et vous le faites très bien. Vous êtes vraiment formidable, je le pense sincèrement. Et aussi, je voudrais dire un mot, je vois qu'il y a des représentants de l'école là. J'espère que vous êtes bien conscients de la chance que vous avez d'être là. Des moyens qui sont à votre disposition, effectivement, donc Ariane Group qui a bien placé son argent. Je ferai savoir que c'était un très bon placement. Mais effectivement, j'espère que vous vous rendez bien compte de la chance que vous avez d'être dans cette école-là, à la fois avec les moyens qu'ils vous mettent à disposition et aussi avec la proximité qu'ils ont avec les entreprises. Ça a toujours été la marque de fabrique de cette école. Et je vois que ça continue, toujours à l'écoute des besoins de l'industrie notamment. Donc j'espère que vous vous êtes bien amusés. J'espère, je croise les doigts. Alors, il paraît que vous volez même jour que nous, que Ariane 6. Oui. mince. Je vais pas pouvoir. Le C-Space, c'est la semaine ouais. où Ariane est lancée, effectivement. Ouais. Ariane Voilà, 6 est lancée. bon. Ouais. Donc là, on est sur le 9 juillet. Je sais pas où vous êtes, vous, mais bon, voilà. Donc vraiment, c'est super chouette ce que vous faites. On est tout cœur avec vous. Donc on suivra ça sur Internet, c'est ce que j'ai compris. Exactement. Il y aura des caméras, c'est fou ce que vous faites, franchement c'est fou. J'espère que tout va marcher. En tout cas, je vois que les trappes, elles répondent que à quelqu'un là, enfin qui. Ouais. Bon. Elles répondent à la voix de leur maître. Le système de séparation, j'irai le voir aussi de plus près tout à l'heure. C'est fascinant. En tout cas, bravo. Et j'espère qu'on va continuer le partenariat avec vous les années qui viennent. Je ne sais pas comment ça s'organise tout ça. Moi, je ne suis pas trop là-dedans. Mais s'il faut parler à quelqu'un, vous me le dites et je le ferai. En tout cas, bravo et bonne chance. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. C'est vraiment très important d'avoir de la reconnaissance de la part de notre sponsor principal. Quelqu'un qui a été, une institution qui a été très importante dans la réussite du projet, c'est comme vous l'avez dit, c'est l'école, évidemment, c'est Centrale Supélec. Et pour les remercier, nous aimerions vous faire entendre Didier Dumur. Monsieur Didier Dumur. Bonsoir. Que dire? On reste sans voix. C'est un vrai bijou de technologie. Vous avez une croissance exponentielle, puisque partant de là, c'est là et là. Je ne sais pas où vous allez vous arrêter. En tout cas, je partage effectivement tout ce qui a été dit précédemment. C'est vraiment une réussite impressionnante. Moi, je suis fier de ce que vous avez fait parce que quand on a conçu le cursus, on a voulu qu'il soit généraliste, bien sûr, qu'il vous donne des connaissances sur plein de disciplines différentes. Et on voit là une réalisation qui intègre tout ça, finalement. Des sciences de base, fondamentales. Alors, vous allez dire, quand on sort du cours de DP, bon, ok. Mais ça peut être utile. Vous avez de l'électronique, vous avez de la mécanique, on l'a vu, vous avez du contrôle éventuellement,
plein de choses qui sont intégrées, plus de la gestion de projet, de la communication, va vous cocher toutes les cases des compétences que l'on attend de l'ingénieur. Vous avez visé très haut, effectivement, dans cette réalisation. Et bravo à toute l'équipe, parce que vous êtes nombreux. Et c'est aussi un des avantages que l'on a eu lorsque l'on a conçu le cursus, c'est qu'on a voulu concevoir des pôles projets qui ne soient pas cloisonnés par année, mais qui se mixent entre la première et la deuxième année, de façon à ce qu'il y ait cette transmission de connaissances que vous avez pu faire et que vous faites pour qu'il n'y ait pas de perte d'une année à l'autre et que vous puissiez tout le temps en fait progresser et monter en puissance. On le voit avec ce modèle qui est encore plus grand et qui est un vrai bijou de technologie. Je voudrais en profiter. Alors, vous avez, c'est certes des connaissances que vous avez acquises à l'école. Il y avait certainement déjà un talent qui mûrissait en vous depuis un petit moment, parce que ça ne peut pas s'improviser comme ça en quelques mois. Donc vous avez fait mûrir ce que vous aviez déjà en tête. Il y a nos partenaires, et Ariane, on l'a vu tout à l'heure, Ariane Espace est très important pour ce développement. Mais je voulais aussi remercier la fabrique. Il y a Alexis, je l'ai vu tout à l'heure, qui est, je sais pas où il est, mais qui est un élément clé. La fabrique, c'est vraiment les facilités que l'on vous met à votre disposition pour cette réalisation, et vous savez les utiliser de la meilleure des façons. Donc bravo. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais j'espère que ça va bien se passer à Tarbes quand vous allez faire ça en juillet, si j'ai bien suivi, et que l'on aura un retour de tout ça. En tout cas, je vous propose de les applaudir encore très fort. C'est vraiment une très belle réalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir aussi une reconnaissance de la part de l'école. C'est quelque chose qui est fondamental pour nous. On aimerait également remercier Archway Consulting, qui est une entreprise, un combiné de conseils spécialisé notamment dans l'aérospatial, et qui nous a rejoints dans l'aventure plus récemment cette année. Et évidemment, donc, comme vous l'avez mentionné, nous voulons absolument remercier la Fabrique. Donc la Fabrique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Fab Lab de Centrale Supélec. C'est là où toute la fusée a été conçue et fabriquée. Donc nous voulons les remercier pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Ils nous ont permis de travailler les week-ends jusqu'à très tard le soir. Ils nous ont toujours aidés malgré les petites boulettes qu'on a pu faire parfois. Voilà, merci pour tous les consommables utilisés, la demi-tonne d'abrasif, voilà, tout le PETG, le PELA, voilà. Quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Ah, merci Balo. C'est vrai que sans la fabrique, il n'y aurait pas de Sirius. Quelque chose qui nous tient aussi à cœur, c'est saluer nos collègues avec qui on partage toute l'année. Donc c'est évidemment le Club Tech. Donc, on les félicite, ils ont énormément progressé dans leur participation à la Coupe de France de robotique. On est vraiment... Alors... Non, je suis convaincu que l'année prochaine, ils atteindront les phases finales, c'est certain. Avec plaisir. Et on veut également féliciter nos copains du CAX, du projet Horus, qui ont remporté le Dassault UAV Challenge. Voilà. Donc, bravo à eux. Très bien, la conférence arrive à sa fin. Vous savez maintenant presque tout du projet Sirius. Mais effectivement, comme l'avait mentionné Madame Véronique Pain tout à l'heure, on n'a pas parlé de motorisation. La raison, c'est qu'on ne s'en occupe pas. En effet, le CNES propose un panel de moteurs, des moteurs à poudre. Et nous, notre seul travail, c'est de choisir quel moteur on veut et de prévoir ce qu'on veut pour l'intégrer dans la fusée. Et c'est vrai, c'est assez frustrant de ne pas aller jusqu'au bout de la conception, de ne pas travailler sur cette motorisation. C'est pour ça qu'on a voulu aller
bonjour à tous. Alors, en début d'année, j'avais participé au C-Space l'année dernière, je suis en 2e année, je m'appelle Jean. Et en début d'année, je me suis dit, le C-Space c'était super, j'ai adoré, mais il y a une petite frustration quand même, c'est que on n'embarque pas nos propres moteurs. Les méthodes de propulsion qu'on emploie sont des méthodes fournies par le CNES, évidemment. Bien sûr, il y a plein de problèmes de sécurité avec un moteur fusée. Mais je me suis dit, pourquoi pas en faire un nous? Et donc, en début d'année, avec Thomas ici présent, on a cofondé le projet IMIR, qui cherche à atteindre de nouvelles altitudes pour le pôle espace. Alors, il fait pas exactement cette taille-là, bien évidemment. C'est un Vulcain. Cependant, nous avons proposé au laboratoire EM2C de l'école, donc le laboratoire d'énergie et de mécanique des fluides, ici dans le bâtiment Eiffel, de collaborer sur un projet de développement de moteurs fusées pour en fait participer aux compétitions internationales de roquetterie à l'avenir en intégrant le moteur dans une fusée développée par les étudiants. Et donc nous aimerions participer par exemple à l'Euroc en Europe ou sur d'autres pas de tir européens en atteignant donc de nouvelles altitudes et de nouvelles ambitions pour le pôle espace de l'association. Donc, comme vient de dire Jean, c'est un projet de long terme. Là, on en est encore au début. Et on a vraiment de la chance parce que le laboratoire M2C de l'école nous a aidés. Et dès le début, en fait, ils nous ont mis à disposition un moteur fusée hybride existant sur lequel on va se baser pour commencer. Et donc, ce moteur hybride, il est composé d'une chambre de combustion dans laquelle on va avoir un combustible solide, en l'occurrence de la paraffine, et on va y injecter un comburant liquide, ça va être du N2O, donc, qui va rentrer par ici, et là-bas vous avez la tuyère en sortie. Donc ça, c'est le moteur que tient Gabriel dans ses mains actuellement. Donc nous l'avons récupéré, on va pouvoir travailler dessus pour apprendre à utiliser un moteur fusée, voir un peu comment on peut faire varier ses spécifications, et à terme, on pourra construire un moteur par nous-mêmes pour viser des altitudes plus importantes et laisser aux prochaines générations la possibilité de s'engager sur des projets encore plus ambitieux s'ils ont l'envie. Donc l'étape suivante, ça a été donc de recruter des personnes motivées pour ce projet. Et là-dessus, on a de la chance. On a Louis, Gabriel et Titouan, qui sont des étudiants de première année qui reprennent le projet. Et je vais leur laisser la parole pour vous présenter les avancées techniques récentes. Merci beaucoup Thomas. Donc, comme vous avez pu le comprendre, il s'agit d'un projet long terme. Et il est donc extrêmement important de bien poser les bases. Et c'est ce que nous avons fait cette année. Comme on a la chance de déjà avoir un moteur construit, on s'est concentré vraiment sur le développement des outils annexes nécessaires pour le moteur. On a donc effectué un logiciel de simulation pour obtenir les performances clés du moteur et on s'est ensuite concentré sur le développement de toutes les procédures annexes, les méthodes canoniques. Par exemple, comment établir une chaîne d'acquisition fonctionnelle et cohérente avec les performances d'un moteur. Comment établir une chaîne hydraulique. Quels sont les points importants et comment vérifier l'intégrité structurelle du moteur avant une mise à feu. Quels sont les points de sécurité importants et le protocole d'allumage à mettre en place pour faire une mise à feu. Et l'objectif était donc de vérifier tous ces outils développés en effectuant un static fire. C'est-à-dire qu'on va venir accrocher le moteur à un bâti solidement et qu'on va l'allumer pour mesurer ses performances. Comme le moteur est accroché à un bâti, il reste statique, idéalement, ce qui nous permet à ce moment-là de mesurer les performances et de vérifier les outils qu'on a développés. Donc pour vous donner une petite idée un peu des performances théoriques du moteur jusque-là, on s'attend pour IMIR à une puissance développée de 2 MW, soit à peu près 2 Bugatti Chiron. En termes de poussée, on serait autour de 550 newtons et, assez impressionnant, en vitesse d'éjection à la sortie de la tuyère, on s'attend à 5400 km/h pour les ergols. Donc l'objectif l'année prochaine pour nous est d'effectuer le static fire pour vérifier ces ordres de grandeur, entre autres, ainsi que nos simulations, pour pouvoir à ce moment-là valider nos outils et attaquer la construction de nos propres moteurs sereinement. L'objectif à terme étant d'intégrer nos propres moteurs sur nos fusées. Nous allons maintenant laisser la parole à Julien et Timothée pour clore donc ce reveal. Julien et Baptiste, pardon.
Merci beaucoup. Bon, ils vont passer derrière. Bon, c'est vrai que c'est un projet qui est peut-être moins concret pour l'instant. On ne voit pas des résultats finaux, mais il est vraiment capital pour le pôle espace. L'idée, c'est à terme, comme ils l'ont dit, d'intégrer le moteur Ymir dans un des prochains projets de fusée du pôle espace. Et donc, on est très très fiers de ce qu'ils ont fait. On aimerait conclure cette soirée par remercier le Bureau des Arts qui nous a grandement aidé pour la régie, pour organiser donc cette conférence. Remercier Centrale Supélec qui, pareil, a mis pas mal de moyens à disposition pour rendre cette soirée possible. Et remercier Pix qui assure la couverture photo sur l'ensemble de la soirée. Bravo Mathieu. Donc, je ne peux que vous encourager à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, à commencer donc par Instagram, c'est là où on sera le plus actif, où notamment dans un mois on participe au C-Space et on vous fera suivre toute cette aventure. LinkedIn, où on postera plus nos grands avancements sur le projet, et la chaîne YouTube de l'association, donc le CAX, pour la mini-série, le documentaire sur la réalisation de Sirius. Donc, suivez-nous donc du 6 au 13 juillet. Donc ce sont les dates du C-Space. Donc effectivement, ça tombe au même moment que le lancement d'Ariane 6. Mais voilà les dates. 6 au 13 juillet, s'il vous plaît, suivez-nous. Et donc ici, c'est un site internet qui a commencé à être codé cette année par Jean. Merci Jean pour ton travail. Merci beaucoup et n'hésitez pas donc également à nous suivre sur ce site internet. Bon, maintenant je vous propose de passer au buffet. Donc l'idée c'est de manger bien sûr, mais c'est surtout de venir discuter avec nous de manière plus informelle, de nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur notre fusée et nous vous remercions tous. Merci beaucoup. Ouais, c'est malade.